je tiens à vous remercier d'être venus si nombreux ce soir, dans des circonstances pas forcément faciles. Vous n'allez pas être très bien installés, mais on va faire au mieux. Donc, ce soir, je vous parle d'art textile contemporain, dans la mairie du 9e qui nous accueille, que nous remercions. C'est l'heure. Je suis un peu en avance. Je tiens également à remercier la CNE, donc la Compagnie nationale des experts à laquelle j'appartiens, de m'avoir sollicité pour cette conférence. Merci à ses membres et particulièrement à son président Frédéric Astin et son bureau qui sont très actifs dans la défense de la profession et de la protection du titre d'expert. Avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, je vais quand même me présenter. Donc, je suis Amélie Margot Chevalier, je suis la 4e génération de spécialistes de tapisserie ancienne et de tapis ancien. J'ai la chance, enfin, ça dépend des jours, hein, de travailler en famille. Je regarde, ils sont par là. Donc Nicole de Pazis-Chevalier, que certains connaissent. Ma mère est une éminente experte en tapisserie ancienne. Mon père, Dominique Chevalier, est un spécialiste reconnu de tapis et aussi un visionnaire. Mon frère Alexandre Chevalier, qui n'est pas là, bravo, est également membre de la CNE et c'est un féru de tapis anciens. Il y a aussi ma sœur, Céline Le Tessier, avec qui je partage le quotidien de notre galerie, qui est désormais située au 25 rue de Bourgogne, dans le 7e. Elle développe notre maison d'édition de tapis contemporains, par SUA, qui a été fondée il y a presque 20 ans par Dominique. Quant à moi, je me suis d'abord intéressée à l'art textile péruvien précolombien, avant de me passionner pour les peintres cartonniers français du XXe siècle, et aujourd'hui les créateurs contemporains qui travaillent particulièrement la tapisserie ou qui détournent le fil. Donc en préparant cette communication, je me suis très vite rendu compte que j'allais être face à des choix difficiles quant aux artistes que j'allais évoquer. Donc en guise de préambule, je tiens déjà à m'excuser auprès de tous ceux que je n'ai pas cités, dont certains qui me sont particulièrement chers, par exemple Sandrine Pinsmail, qui est là aujourd'hui, ou encore Françoise Paressan ou Simone Felpin. Alors il y a des artistes que j'ai consciemment zappés, hein, soit par goût, soit par ignorance ou par manque de temps, tout simplement. D'ailleurs, nous n'avons qu'une heure pour évoquer un sujet très vaste, donc on va essayer de ne pas perdre trop de temps. Dans cette première partie, nous allons recontextualiser l'émergence d'une pratique artistique à part entière. Pour ce faire, je me suis permise une libre adaptation d'un excellent rapport que j'ai trouvé sur le site de l'Observatoire de l'Art, rédigé par Carlota Montaldo et Nina Rodriguez-Eli. Je ne sais pas si elles sont là ce soir. Les auteurs mettent bien en exergue que de génération en génération, nouer et croiser des fils restent des gestes ancestraux et artisanaux. De la fibre au fil, du tressage au tissage, naissent des savoir-faire, des formes, des architectures, des cultures, des réseaux qui tissent une société. Tisser est donc une construction, celle d'une trame qui va traverser le temps et l'espace, en suivant l'évolution technique des savoirs ancestraux, de la nuit des temps aux dernières technologies de pointe. Donc depuis les mythes de l'Antiquité jusqu'à notre époque contemporaine, le fil cristallise un peu le sens de la vie. On le voit avec le mythe d'Ariane et le Minotaure, le fil va la guider vers la sortie du labyrinthe, ou encore Pénélope qui tisse, détisse et retisse constamment sa tapisserie, comme si elle essayait de suspendre le temps ou même son destin. Au cours des années 60, on fait un saut dans le temps, dans le sillage des expériences des décennies précédentes, l'art textile se définit en tant que tel et ancre une démarche contemporaine. En 1961, Jean Lurçat et Pierre Poli, fondateurs du CITAM, donc c'est le Centre international de la tapisserie ancienne et moderne, fondent la Biennale de Lausanne, qui va transformer et construire un nouveau paysage pour l'art textile international. Au cours de ces évolutions, donc, le textile devient un médium, une substance d'expérimentation qui va cristalliser une nouvelle vague dans le monde entier, avec des dénominations différentes selon les pays. Donc on parle de fiber art, de art fabrique ou encore de fiber work, ou en France de nouvelles tapisseries. Donc ce mouvement s'infiltre dans le milieu très fermé de l'art contemporain et engendre deux démarches. D'un côté, on va dire qu'il y a ceux qui de l'artisanat vont évoluer vers l'art et ceux qui de l'expérimentation des matériaux sont arrivés
à l'art textile comme choix prédominant. On voit qu'il y a vraiment une émulation qui va naître à ce moment-là et qui va porter les artistes textiles vers l'élaboration d'une véritable philosophie. Donc cet engouement significatif pour ces médiums, soit tressés, soit tissés ou encore noués, semble réapparaître progressivement en France depuis l'exposition, pour moi, moi je vois ça depuis l'exposition Décorum, je crois qu'il était en 2014 au musée d'art moderne. On peut aussi citer plus récemment encore, et avec un impact encore plus international, voire mondial, la Biennale de Venise de 2017, ou encore Documenta. On voit que ces deux événements, voire ces trois événements, intègrent un nombre conséquent de pionniers de cette pratique artistique à laquelle va se relier toute une nouvelle génération, et je pense que certains d'entre vous sont ici aujourd'hui. Étrangement, les artistes du fiber art restent quand même en marge de l'histoire des avant-gardes jusqu'à récemment, au cours des années 2010 à peu près, où ils vont faire vraiment l'objet d'une réactivation progressive dans le contexte d'une réévaluation de l'histoire de l'art. Donc ce décloisonnement des rapports entre art et artisanat, cette réintégration des femmes artistes ont beaucoup joué en ce sens. Nous allons donc explorer cette conjonction de l'art et de l'artisanat, des techniques traditionnelles et industrielles, des recherches de nouveaux matériaux, et donc voir sous quelle forme l'utilisation du fil textile réapparaît en tant que médium dans les processus actuels. Voilà les pionniers, la liste des pionniers que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. Je laisse un petit peu cette vignette. Tout d'abord, dans l'ensemble de ces artistes qui sont réunis dans cette présentation, pour la plus grande majorité, ils ont été exposés durant les biennales de la tapisserie de Lausanne. Et en s'affranchissant de cette tradition classique, ils ont vraiment exploité les nouvelles voies artistiques inspirées du passé et totalement novatrices. En réinterprétant le médium, ces artistes ont usé de techniques et de matériaux inédits et redéfini les notions de volume et de mise en espace. Les initiateurs du courant de la nouvelle tapisserie, comme on dit en France, ces auteurs ont vraiment pleinement participé à l'histoire de l'art au XXe siècle. Donc nous allons découvrir des pièces qui vont être soit murales, soit des reliefs, des installations, ou encore des sculptures souples. La plupart de ces œuvres ont été conçues durant la seconde moitié du XXe siècle par des artistes européens, américains ou de renommée internationale. Magdalena Abakanowicz, Olga de Amaral ou encore Elsie Gyoc. Mais on va commencer par une figure de la première moitié du XXe siècle qui me paraît important d'évoquer. C'est Sophie Taber-Arp, qui est une artiste suisse. Voilà. À chaque fois, j'essaie d'illustrer avec une photo de l'artiste pour rendre le propos un peu plus vivant. On voit toujours des œuvres et on voit rarement les artistes. Donc, Sophie Taber-Arp, c'est une artiste qui est particulièrement inventive. C'est une artiste du groupe Dada. Elle est danseuse, elle est conceptrice de meubles, architecte d'intérieur. Mais elle est surtout une pionnière du constructivisme et de l'art concret. Donc, elle est vraiment pleinement inscrite dans les avant-gardes du début du XXe siècle. Elle va s'affranchir des catégories esthétiques communes pour produire une œuvre vraiment multiforme. Elle est fondatrice, on peut vraiment la définir comme la fondatrice d'une certaine modernité. Elle va quand même étudier les arts au sein de plusieurs institutions entre Munich et Hambourg. Et Sophie, je crois que la plupart la connaissent parce que c'est la compagne de Jean Arp. Donc malheureusement, on connaît le mari, on ne connaît pas toujours la femme, c'est un tort, n'est-ce pas ? Ils se rencontrent en 1915 et c'est à cette époque qu'elle va faire vraiment ses premières expériences artistiques alors que lui est déjà connu. Ils vont décider de collaborer et leurs premières œuvres communes vont être notamment textiles. Avec son mari, ils vont faire partie des expériences de Dada, ce que je disais, dans les années 20 à Zurich, alors qu'elle est professeure de tissage et de broderie à l'école des arts décoratifs. Donc les œuvres de Sophie Taber-Arp sont plutôt des œuvres géométriques. Bon, là, j'ai mis un poudrier, parce que j'ai un petit sac aussi. J'ai mis des choses très différentes pour montrer la variété de son travail.
Donc elle enseigne le tissage et la broderie à l'école des arts décoratifs. Donc ces œuvres géométriques appartiennent au mouvement abstraction-création. Elles peuvent être accrochées de différentes recherches de Theo van Desburg, qui est le maître de l'abstraction géométrique. Vraiment, elle a une capacité à mettre en forme des idées, des couleurs, des formes, et en fait, elle n'est pas du tout limitée par le médium. D'ailleurs, on va bien voir, elle propose un poudrier, ensuite des costumes. J'aime beaucoup ces costumes que vous connaissez peut-être, qui avaient été exposés, qui étaient visibles à l'Orangerie l'année dernière, je crois. Oui, pour l'exposition Dada Africa. Ce sont des costumes qui reprennent des Indiens, qui reprennent des modèles des Indiens Hopi. Donc voilà, en bref, on peut dire que Sophie Taberhardt est vraiment une représentante de l'art concret qui ne veut pas s'égarer dans un artisanat qui serait dépourvu de sens, mais vraiment devenir, comme elle dit, un membre utile de la société. C'est pour ça que sa démarche me paraissait intéressante d'être présentée ici. Mais parler de Sophie Taberhardt, ça ne serait pas suffisant, et il faut absolument parler de Annie Alberts, qui est une artiste germano-américaine qui est née en 1999. Donc cette artiste germano-américaine a fui l'Allemagne nazie, comme beaucoup d'artistes de cette époque, et elle a fait du tissage et du textile un terrain infini de métamorphose et d'abstraction. On sent bien qu'elle se chauffe au modernisme européen et à l'expérimentation nord-américaine. On voit qu'elle a vraiment absorbé les traditions de textile, et elle va vraiment avoir une production artistique très, très belle. On ne connaît pas très bien son œuvre, elle a été reconnue que très tardivement. Il y a actuellement, je crois que c'est encore en ce moment, une exposition à la Tate Moderne de Londres qui lui rend hommage. Je crois que c'est le premier hommage d'ailleurs dans un musée d'art moderne. Donc Annie, évidemment, et son mari, Joseph Alberts, encore une qu'on a du mal à détacher de son mari, malheureusement, se sont rencontrés au Bauhaus, où lui enseignait et elle étudiait. Annie avait été poussée, comme les autres femmes, à s'inscrire à l'atelier tapisserie, puisque la noble peinture était réservée aux hommes. Donc dans les années 20-30, elle va vraiment donc être marquée par l'influence de l'abstraction rationaliste, cette fois, du Bauhaus. Mais ensuite, quand elle part enseigner aux États-Unis avec son mari, elle va enseigner au Black Mountain College, jusque dans les années, fin des années 40. C'est un endroit qui est vraiment connu et reconnu pour avoir été une pépinière d'artistes comme John Cage ou encore Cy Twombly, des pointures. Donc ça, c'est vraiment son passage aux États-Unis. Mais ce qui est le plus marquant, je crois, pour elle, et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on va retrouver chez d'autres artistes par la suite. C'est son premier voyage qu'elle fait au Mexique en 1935. Et ça va vraiment donner une impulsion à son travail. Elle va vraiment se passionner pour les textiles andins. Ça tombe bien, moi aussi, j'aime beaucoup ça. Elle se met elle-même à les collectionner. Et dans son travail, on va retrouver cette idée de superposition, ces croix, ces nœuds, ces nattes. Comme dans Monter à Alban, je crois que j'ai quelques... Voilà. Alors, j'ai que ces exemples-là. Est-ce que ça ressort bien ? Oui. J'aime pas du tout faire une conférence sur photo. Je trouve que l'art textile en photo, ça fonctionne pas. On viendra à la galerie la prochaine fois. Bon, j'ai pas de pièces de ces artistes-là, malheureusement. On va peut-être trouver. Donc, les nœuds, les nattes, donc tous ces motifs qu'on retrouve dans l'art précolombien, textile, ça, vraiment, c'est quelque chose qui va fasciner Annie. Et ça va l'engager à expérimenter avec la machine un nouveau vocabulaire pour vraiment écrire son propre langage textile. Elle est exposée quand même au MoMA en 1949, donc ce qui est pas mal. C'est la première artiste textile
qui est exposé au MoMA. Donc ça, c'est assez significatif. À Paris, il faudra attendre 1998 avec une exposition au musée des arts décoratifs. Et comme je le disais, ce n'est qu'en 2018 qu'un musée d'art moderne, la Tate de Londres, lui rend hommage, ce qui semble quand même la moindre des choses. Elle a beaucoup écrit sur son travail. C'est des textes qui sont vraiment indispensables pour le développement de l'art textile contemporain. Elle a une approche assez analytique de l'histoire du textile et elle met l'accent sur le visuel et sur la structure. Elle fait vraiment un distinguo important entre la tapisserie utilitaire et la tapisserie peinture. Sa recherche permanente dans le domaine du textile, par son caractère sensible, comme par sa fonction, lui a permis de jouer un rôle important dans la redéfinition de l'artiste comme designer. Donc en conclusion, on pourrait dire que son œuvre, bon, évidemment, témoigne d'une certaine intimité avec le matériau, mais bon, dès qu'on a affaire avec le textile, on ne peut pas faire autrement. Mais elle a vraiment cherché à s'émanciper des notions d'artisanat et de métiers féminins. Et elle a vraiment cherché à faire glisser le médium de l'artisanat vers l'abstraction géométrique. Et elle a inséré des innovations techniques. Je ne sais pas si vous connaissez, je n'ai pas retrouvé l'image, ces rideaux acoustiques en fil de métal qui sont vraiment étonnants. Donc voilà, nous avons vu Sophie Tabor-Arp, Annie Alberts, et maintenant je vais vous présenter Elsie Gioch, dont on ne parle pas tant que ça malheureusement, mais qui est une artiste qui a été l'élève de Sophie Tabor-Arp. C'est vraiment à ses côtés qu'elle va découvrir les infinies possibilités du fil et de la création textile. Donc on voit que son travail tout au long de sa carrière va se concentrer sur cette recherche de la transparence du textile. Ses œuvres ne se veulent surtout pas ornementales et elle va chercher surtout à trouver un rythme de forme, de couleur. Mais l'idée part toujours de quelque chose de vivant, de vécu. Elle va choisir la matière en tenant compte de sa puissance d'irradiation. Donc c'est pour ça qu'elle aime beaucoup la soie, mais aussi la laine, le crin de cheval, les fibres de coco, le lin, le jute. Parfois, elle utilise des fibres synthétiques et un petit peu de métal. En général, elle fait teindre ses matières premières. Et quand elle tisse sur des métiers de haute ou de basse lisse. Elle maîtrise les deux. Donc pour elle, par contre, ce qui est vraiment important, c'est que le textile doit être intégré totalement dans l'architecture. Il doit faire partie de la limitation de l'espace et se confondant pour finir avec la fonction de mur. Un peu comme Le Corbusier avec ses propres tapisseries qu'il a intégrées dans ses architectures. Pour Le Corbusier, l'art textile était un élément complémentaire et contrastant, en rapport direct évidemment avec le mur, mais aussi une antithèse par rapport au béton, à ces architectures de béton et de verre. Donc l'ambition de Gioch est vraiment de rendre... je mets quelques visuels. L'ambition de Gioch était de rendre à la création textile sa place en tant que branche indépendante de l'art et l'amener à remplir pleinement sa fonction dans l'architecture. Pour moi, elle tient une place importante dans l'histoire contemporaine du textile, grâce à son travail sur les transparences et ses tapisseries en élévation, comme vous pouvez voir sur les photos. Elle est vraiment, quand même, aujourd'hui, heureusement, redécouverte et considérée comme une précurseur, parce que ce qu'elle commençait à faire dans les années 40, finalement, c'est ce que la Biennale de Lausanne présentera 20 ans après, et parlera alors de révolution de l'art textile, mais bon, elle est vraiment, elle fait ça déjà 20 ans avant tout le monde. En 1970, à l'occasion d'une exposition zurichoise qui marque sa 70e année, Abba Kanowitz, aux côtés d'Aurélia Munoz, donc deux grandes artistes, lui rendent hommage. Je cite: « J'admire l'usage étendu que vous faites des possibilités du tissage. Vos entreprises donnent naissance à des tapisseries à placer au rang de l'art vrai. Votre contribution à l'évolution progressive de l'opinion concernant le tissage est énorme. Vous avez réussi à dépasser les techniques traditionnelles et à donner une pensée nouvelle aux matériaux utilisés dans l'œuvre. » Pas mal comme hommage.
Justement, donc Abakanowicz, c'est vraiment une artiste qu'il faut connaître. Je ne sais pas si voilà, il y a sûrement des professionnels ici, d'autres qui sont plus des amateurs. Donc c'est pour ça que je vous parle d'Abakanowicz. Voilà, je vous laisse, pour ceux qui veulent prendre des notes, regarder comment s'écrit son nom, parce que ce n'est pas facile. Et je veux passer directement à ses œuvres. Donc Abakanowicz naît en 1930 dans la banlieue de Varsovie. Elle va étudier à l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie et dès cette période, elle va réaliser des gouaches monumentales sur des cartons et des toiles. Mais c'est au début des années 60 qu'elle va inventer une technique de tissage pour obtenir des formes tridimensionnelles, souples et aux connotations plutôt organiques, voire érotiques même, ce qu'on appelle les abacanes. Je trouve une citation d'elle sur les abacanes. Je cite: « Mon intention est d'étendre les possibilités de contact de l'homme avec l'œuvre d'art, pour le toucher et par l'enveloppement. Je voulais imposer un rythme plus lent sur l'environnement, comme un contraste à l'immédiateté et à la rapidité de notre environnement urbain. » Donc cette artiste, Abakanowicz, elle a été témoin et victime de l'Holocauste et de la guerre. Et dans ces sculptures, qui sont comme des enveloppes charnelles, informes, on sent quand même la douleur d'un vécu et il y a vraiment une idée de mémoire, d'empreinte, d'une conscience collective. Elles sont très impactantes, elles sont très... je ne sais pas si certaines personnes ont eu l'occasion de se retrouver face à ces œuvres, elles ne vous laissent pas indifférentes. Donc ces séries parlent vraiment de la condition humaine en général. Elle parle de langage sans mots. Donc ces formes monumentales disent aussi la force de la matière textile. Elles sont suspendues en général au plafond, ce qui rompt complètement avec la tradition de l'accrochage mural. On va découvrir son travail donc, en 62 lors de la première biennale de Lausanne, de la Biennale internationale de la tapisserie de Lausanne. Je crois que c'était un choix de Jean Lursa de montrer un peu autre chose, mais il va très vite se mordre les dents de ce choix. En 80, elle expose à la Biennale de Venise. En 82, au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Alors en général, je ne peux pas faire parler de toutes les expositions, donc j'essaie de rester en France quand c'était possible. Donc en 82 au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, plus récemment au Jeu de Paume et dans les jardins des Tuileries en 99, et en 2004 à la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, autour d'une œuvre assez inédite qui réunissait, je crois, 250 personnages, une sorte de foule désorientée. C'est une œuvre qui dérange, mais qui est très intéressante. Il y a eu aussi une exposition à l'espace André Malraux à Colmar qui présentait son travail entre 1974 et 2000, et puis plus récemment évidemment l'exposition Décorum. Pour ceux qui ont la chance de voir cette exposition, ils ont pu découvrir certaines de ces installations. Ouais, c'est des sculptures, pour moi c'est des installations. Alors là, on va partir dans un registre beaucoup plus léger, je trouve, après les œuvres d'Abakanowicz avec Olga Diamaral. Alors là, vraiment, on rentre dans la lumière. Alors, Olga Diamaral, voilà. Elle a étudié l'architecture d'abord et ensuite le Fiber Art au Cranbrook Academy of Art du Michigan. Et elle finit ses études à peu près en 1955. Aujourd'hui, elle est retournée dans sa ville d'origine, là où elle travaille, à Bogota, en Colombie. Elle travaille en général des surfaces en y posant des feuilles d'or ou d'argent. Est-ce que celle-ci serait pas... Oui, peut-être. Voilà. Des feuilles d'or ou d'argent, sur un mélange d'enduit et d'acrylique. Elle a une manière de magnifier le textile, c'est des textiles au départ qui sont vraiment très finement tissés, soit en lin, soit en soie, soit en coton, en crin de cheval aussi parfois. Et quand elle se met à ce travail textile, elle cherche toujours des techniques pour
transformer ces pièces en surface lumineuse et chatoyante. C'est vraiment, la lumière est vraiment un élément important pour elle. Le choix de la feuille d'or, qu'on retrouve dans plusieurs de ses œuvres, évoque pour elle le sentiment du sacré, qui est présent dans le culte des populations précolombiennes. Il y avait vraiment tout un rite qui était consacré à l'or. L'or, pourquoi? Parce que c'est un minéral qui est symbole de vie éternelle, parce que par sa nature incorruptible. C'est un métal dur aussi qui est très difficilement malléable. L'utilisation de cette couleur dorée pour l'artiste indique une connexion subconsciente. On a la sensation, selon elle, d'entrer dans un espace de dévotion. C'est vraiment l'or pour elle est une promesse d'éternité. Certains parlent de son travail comme étant à la frontière des arts décoratifs et des arts visuels. En tout cas, pour moi, c'est clair qu'il évoque les textiles précolombiens et également les ors qu'on retrouve dans les églises catholiques construites durant la période coloniale. Je ne sais pas si certains avaient eu la chance d'en voir. Nous en avions exposé à la Biennale en 2016, dont un nœud et un de ces... Voilà, le grand nœud qui était là et le panneau en Tres Rios. Amaral a été honorée en 1973 d'une bourse au Guggenheim. Elle a été exposée au Musée d'Art Moderne, à l'ambassade de Colombie, etc. Et à l'Art Institute de Chicago. Enfin, c'est vraiment une pointure de l'art, du fiber art, comme on dit aux États-Unis. En 2017, c'est vrai que pendant toute une période, on n'en a plus entendu parler, et grâce à des marchands qui ont émis de l'énergie et le prix aussi, elle est revenue sur le devant de la scène à travers des expositions et des collaborations. Citons entre autres une œuvre qu'elle a créée en 2017 pour Chanel, qui s'appelle Dos Mitades, excusez-moi, je n'ai pas l'accent, qui est son sorte de panneau symétrique, un peu comme Pozzo Azul, mais tout doré à la feuille d'or. Et plus récemment, à Art Miami Basel, en décembre 2018, elle avait un solo show présenté par la galerie bruxelloise La Patinoire Royale, tandis que sur le stand de la maison Dior, qui était aussi présent à Art Basel Miami, nous pouvions découvrir deux modèles de leur sac iconique, le Lady Dior, revisité par Olga Di Amaral. Voilà. Comme quoi peut-être l'art serait à portée de main pour toutes les bourses. Je ne crois pas, mais bon, on peut espérer. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou qui souhaiteraient découvrir le travail d'Olga Di Amaral, vous rendre jusqu'au 24 février à la Fondation Cartier. L'exposition Géométrie du Sud, du Mexique à la Terre de Feu, présente quelques œuvres et d'autres artistes sud-américains. C'est une très belle exposition. Donc, Olga Di Amaral, c'est fait. Nous ne pouvions pas évoquer les pionniers sans parler de Madame Sheila Hicks, un blockbuster du marché de l'art contemporain. Donc Sheila Hicks, c'est une artiste qui est née à Hastings, dans le Nebraska. Elle est diplômée de l'université de Yale. Dans les années 50, elle va recevoir une bourse pour aller peindre au Chili. Alors c'est là qu'elle va découvrir grâce à ça l'Amérique du Sud. Elle va y fonder d'ailleurs un atelier. Elle va ensuite implanter d'autres ateliers au Mexique, mais aussi en Afrique du Sud. Et elle va travailler également au Maroc et en Inde. Aujourd'hui, elle travaille plutôt à Saint-Germain-des-Prés, d'ailleurs depuis très longtemps. Saint-Germain-des-Prés dans son studio parisien et à New York. Elle aussi, c'est en Amérique du Sud qu'elle va développer son intérêt pour la fibre, notamment après un séjour de 5 ans au Mexique. Donc finalement, comme Annie Albert, comme Olga Di Amaral, le travail de Sheila Hicks est très influencé par les textiles précolombiens, par la richesse de leur technique d'une part, par leur vocabulaire chromatique et cultural. Ces textiles précolombiens sont comme un langage tactile, sensible et même immédiat. Le fil donc devient une sorte d'écriture. D'ailleurs, chez ces peuples préhispaniques, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre le tissage fonctionnel et le tissage d'art.
Donc Sheila Hicks, elle, depuis les années 60, élabore une œuvre qui va trouver son point d'équilibre à la croisée des arts appliqués justement et de l'art contemporain. En général, ses productions sont en harmonie avec cette réalité des techniques artisanales. Elle ne rejette pas ça, au contraire. Pour elle, les limites liées à la technique donnent de l'importance à la variation des textures. Je la cite lors d'un interview donné à Clément Dirier. Je fais des nœuds et après je les défais pour comprendre. L'important, ce sont des idées et les tester. Comment réagir et interagir avec la matière. Étudier ce à quoi nous sommes sensibles. Mon ambition et mon plaisir de tous les jours, c'est d'exploiter les possibilités de chaque matière pour un résultat visuel élaboré conjointement avec les mains, les yeux et la pensée. Plus loin, elle dit, il faut ressentir, puis trouver la meilleure manière de répondre à ces sensations. Elle ajoute, si nous hésitons à admettre que beaucoup de produits textiles sont des œuvres d'art, je voudrais rappeler que je tends à considérer comme art tout ce qui dépasse la fonction pure d'un objet. Sheila Hicks donc est oui, pour moi, une grande dame du textile. Elle a été très souvent présentée dans des expositions collectives à l'international ou à travers des solo shows. Je voudrais simplement citer la Biennale de Venise de 2017 ou encore l'exposition Ligne de vie à l'année dernière au Centre Pompidou, qui ont été, je pense, pour l'art textile des moments forts et pour le public, qui ont permis au public de regarder l'art textile avec un peu plus d'intérêt, je pense. Donc évidemment, le travail de Hicks, on peut le retrouver dans les plus grandes institutions muséales à travers le monde. Je ne vais pas vous faire la liste, vous pourrez retrouver tout ça sur son site internet qui est très bien fait. Pour clore ce chapitre, sur les pionniers, un homme et un Français, Cocorico. Enfin, donc Pierre Daquin a été formé aux Manufactures nationales des Gobelins et il s'est émancipé d'un certain carcan académique en créant l'atelier Saint-Cyr, je crois, vers 65. Oui, je pense. Hein? Il met alors à l'épreuve la tapisserie traditionnelle en développant ses possibilités internes comme la chaîne libre, le dédoublement des surfaces tissées, les vides, le pli, etc. Finalement, la tapisserie n'est plus seulement un moyen de reproduction, elle va s'affranchir donc complètement de la peinture et va enfin, selon lui, mener sa propre existence. D'autant plus que le lissier créateur tisse ses propres maquettes. Donc la tapisserie est devenue différente aussi parce qu'elle est la parole directe de la pensée de l'artiste. Pour moi, Pierre Daquin, enfin pas que pour moi, je pense que ceux qui connaissent son travail, on peut vraiment dire que c'est lui le chef de file de la nouvelle tapisserie en France. Là, je vous ai sélectionné des œuvres que nous avons eues à la galerie ou que nous avons encore, et je vous ai mis qu'une œuvre en 3D, celle qui est l'Odora. Enfin, d'ailleurs, elle fait partie de la même série, c'était une série en hommage à la Dame à la licorne autour des 5 sens. Il y avait 5 sens plus un sens, et c'était en positif-négatif. Donc on a eu la chance d'avoir le goût et Louis qui sont partis dans des collections particulières au Liban et aux États-Unis. Et nous avons encore la vue et le toucher. Je ne sais pas si on se rend bien compte, parce que ce qui est intéressant ici, c'est que ça soit sur la vue, tout le travail en gris et du fil métallique. Donc pour ceux qui pratiquent la tapisserie, le fil métallique est vraiment difficile à utiliser. Quant à l'œuvre qui paraît vraiment presque monochrome, le toucher, il y a vraiment un jeu sur les épaisseurs. Et même, il a recours à la technique du tapis, donc au nouage pour la carotte centrale, on va dire. Et ensuite, à l'odorat, évidemment, on retrouve les parois du nez. Et c'est une œuvre qui a été présentée à Décorum également. Il y avait tellement d'œuvres à Décorum, je ne sais pas si on pouvait vraiment tout voir. C'était pas très lisible selon moi. Mais bon, elle a eu le mérite d'exister, cette exposition. Donc voilà, maintenant que nous avons parlé des pionniers, je vous propose d'aller vous balader un petit peu à travers le monde avec une sélection, ma sélection d'artistes actuels
Donc nous allons commencer par l'Afrique avec Billy Zewanga. Excusez-moi si j'ai un peu de mal à prononcer les noms. Alors c'est une artiste, voilà, regardez cette femme comme elle est belle. Hop. Voilà ses œuvres, j'espère qu'on va voir quelque chose parce que c'est très délicat et vraiment tout est dans le détail. Elle est née au Mali, elle est diplômée des Beaux-Arts, elle travaille maintenant entre le Botswana et Johannesburg et Londres également. À l'école, à l'université, pardon, sa spécialité était la gravure, mais elle a travaillé sur plusieurs supports comme le bois. Très rapidement, elle a découvert le textile et ses possibilités infinies. C'est là où elle a commencé à broder. Alors au départ, c'était plutôt des animaux et des plantes, sa principale source d'inspiration. Et ensuite, on va voir qu'elle va commencer à élargir son iconographie. Donc son idée à elle, c'était vraiment de récupérer des fragments de textile, de tissu, pardon, des bouts de tissu vraiment dans les magasins, qu'elle s'est mise à découper, à coudre et assembler. C'est vraiment du collage. Elle appelle ça du collage d'ailleurs. Elle va à chaque fois laisser les fils, les petits fils apparents, pour qu'on se rende bien compte de la matière, la mettre en évidence, cette matière textile. Alors elle adore travailler la soie. Pour elle, la soie et ses reflets ont quelque chose d'assez fabuleux. En même temps, elle trouve que la soie est très actuelle. Elle n'est pas encore dans des collections muséales, elle est dans des grandes collections particulières françaises et étrangères. Tu veux mon regard. Alors, donc, revenons à son travail et à son iconographie. Donc, elle aime beaucoup les scènes de ville, la ville de Johannesburg en particulier, avec les reflets du verre des grands immeubles, et qu'elle essaye de traduire grâce au tissu. Elle y accole du texte, des images, et elle rajoute des effets grâce à la broderie, à la perle. Mais on voit bien dans son rendu, c'est toujours un rendu très pop art, quoi. Et en même temps, elle a ce regard féminin sur la ville. Voilà. Donc Billy, elle s'inspire donc de la culture populaire, on l'a dit. Elle reconnaît qu'elle reste quand même le sujet central dans ses tableaux. Hein. Évidemment, là, les femmes, ce sont elles. Donc, son sujet central dans les tableaux, et elle est en interaction avec les autres. Elle fait plein de choses. On la voit danser, on la voit manger, on la voit se reposer. Elle dit que ses œuvres sont le reflet de ses souhaits dans la vie. Elle souhaite raconter l'histoire d'une jeune femme dont l'existence est en quelque sorte tracée par ses relations amoureuses. Donc, au-delà du récit personnel, quand même, l'artiste qu'elle dépeint, c'est cette femme qui use de son propre corps, et du coup, elle va la décrire tour à tour comme objet, ou sujette sujette au désir masculin, femme trophée. Mais jusqu'au jour où elle prend conscience du pouvoir de son corps, son corps un peu exercé sur les hommes. Donc ces scènes qui sont brodées, qui sont cousues, qui sont appiécées, vont souvent jouer sur les subtilités du corps féminin, de l'innocence, de la volupté. Ce qu'elle cherche, c'est à montrer qu'elle part à la reconquête d'elle-même. Et c'est ce qu'elle veut que les femmes fassent. Dans les années 2000, on va la voir présentée dans plusieurs expositions internationales, en France et en Belgique. La Biennale de Dakar en 2006 va être un élément important. Au niveau du marché de l'art, on la voit depuis 2013 dans des expositions comme 1,54, qui est une foire dédiée à l'art africain contemporain, qui se déroule dans plusieurs villes, ou encore en 2017 à Art Paris, un stand présentait un solo show de son travail. Donc, voilà, Billy Zangewa et une autre artiste qui travaille également pas mal à Johannesburg, c'est Marion Bohan, donc qui elle est née là-bas. Elle travaille pourtant beaucoup en Allemagne.
Mais voilà, elle jongle entre l'Allemagne et Johannesburg. C'est là d'ailleurs où elle a commencé sa carrière artistique en créant elle aussi des collages. Elle, son travail se concentre plutôt sur, sur les questions sociales, les questions économiques et culturelles sur le continent africain. Je vais vous citer, je vais vous lire des extraits d'un interview que je trouvais assez parlant. Je vous mets déjà en visu ses œuvres. Donc, c'est un interview dans le magazine Art Africa, où elle déclare « Je suis devenue un bon observateur quand il s'agit de détails dans la diversité. C'est pourquoi j'aime utiliser de minuscules petits détails dans mon travail. Ils sont signifiés comme une surprise pour l'observateur. En Afrique, la beauté apparaît sans prétention, sans avertissement et sans viser à être capturée. C'est fascinant pour moi parce que c'est si différent par rapport à notre style de vie occidental, de magazine glamour, de miroir contemplation et d'obsession égoïste. » Plus loin, elle parle de son cycle cousu et réinterprété, portrait historique des peuples africains, ce que je vous présente ici, qui lui a permis d'agrandir sa gamme de matériaux utilisés dans ses collages. En faisant de la recherche dans les portraits historiques pendant la période coloniale, elle a découvert qu'il n'y avait que quelques personnes africaines prises en photo et que quand les Africains étaient photographiés, ils étaient toujours photographiés dans des positions de travail ou presque comme des objets scientifiques, voire anthropologiques, et en général des photos qui avaient été prises sans autorisation. Donc, elle dit « Je réinterprète ces images montrant des portraits historiques africains dans un nouveau contexte, semblable aux photos de famille de blancs à cette époque. En utilisant des matériaux précieux, anciens comme la dentelle et le velours, je veux combiner la richesse de l'esthétique de l'art des natures mortes de cette période avec les portraits de peuples africains. Mes portraits ne sont pas destinés à évoquer la pitié. Je veux partager mon sentiment d'émerveillement et d'étonnement pour la beauté de ces femmes. La beauté n'est pas dans les cheveux ou le visage ou la peau, mais la compassion, la force et l'amour de ces femmes extraordinaires. C'est là que je ressens la véritable unité qui existe parmi nous, femmes à travers le monde. » Le travail de Marion Bohème, peut-être que certains d'entre vous ont pu le découvrir à Art Paris, les 2 dernières éditions. Elle a eu des stands qui ont été, comme on dit, sold out en vraiment très très peu de temps. C'est-à-dire que tout a été vendu au temps du vernissage pratiquement, ce que je souhaite à tous les artistes. Hein. Et plus récemment encore à la foire ACA au carreau du Temple. Voilà. Donc, de l'Afrique, nous allons partir vers les Amériques avec le travail de 2 hommes cette fois-ci. On va varier les plaisirs. Voilà, donc le travail de John Eric Rhys, qui est un artiste américain qui vit à Atlanta. Il a étudié à l'école de l'Art Institute de Chicago et il a fréquenté aussi Olga de Amaral à la Cranbrook Academy of Art dans le Michigan avant de terminer ses études en Inde. Donc lui, il pose vraiment des questions contemporaines aussi, finalement, il pose des questions contemporaines à travers le médium traditionnel de la tapisserie. Donc là, on est plutôt en tapisserie en 2 dimensions, même s'il met des effets de broderie qui le fait sortir un peu du mur. Donc son œuvre va régulièrement se référer aux mythes et aux idéaux des pays qu'il a traversés. C'est un homme qui voyage énormément, particulièrement en Asie d'ailleurs. Et c'est vraiment des œuvres qu'on peut qualifier de somptueuses dans cette réalisation, dans le choix des matériaux qu'il utilise. La soie, le fil métallique, c'est des fils métalliques japonais qu'on retrouve dans les ceintures de Kobe. C'est vraiment très difficile à travailler. Et elles sont somptueuses, elles sont même parfois un peu dérangeantes. En tout cas, quand on est face à une œuvre de John, je crois qu'on n'oublie pas. C'est pas comme un Bakanovic, mais dans un autre registre. Alors, il tisse lui-même ses œuvres, c'est ça que je trouve aussi intéressant. Il travaille sur un métier vertical, un métier de haute lisse. Comme je vous l'ai dit, fil de soie, fil métallique. Et depuis quelques années, il va rehausser ses sculptures de broderie de perles, de cristaux Swarovski, par exemple, dans le portrait néoclassique Mâle et Femelle. Évidemment, là, on ne le voit pas, mais c'est constellé, le visage est vraiment constellé de cristaux. Du coup,
coup, ça apporte entre la soie et le fil métallique, ça attrape la lumière, c'est très intéressant parce qu'en fonction du regardeur et de la manière dont il se mue dans la pièce, les couleurs changent. Donc la perfection de sa technique donne à ses motifs une netteté presque hyper réaliste, c'est tout à fait vrai. Une de ses originalités également, ce sont ses créations de grands vêtements de type kimono, tissés, qui ne sont pas destinés évidemment à être portés, mais qui sont toujours porteurs d'un message. En général, il joue sur le côté révélé, caché, à travers un décor intérieur qui est assez surprenant. Là, je ne vous ai pas présenté, mais il y en a un qui, il est parti d'ailleurs dans une collection particulière parisienne. Quand on l'ouvre, en fait, ce sont des scènes du Kama Sutra, plusieurs scènes, et on soulève comme ça, c'est assez fantastique. Mais ce sont des œuvres vraiment assez monumentales. Une autre de ses œuvres qui est assez surprenante, c'est une veste militaire. Je crois qu'elle est rentrée je pense qu'elle est rentrée au MoMA, celle-ci peut-être au Métropolitane. C'est donc comme pareil, un grand kimono, mais en imprimé militaire, donc tout tissé en soie. Et lorsqu'on ouvre l'intérieur du manteau, il y a écrit Home, Sweet Home, et des petites gouttelettes de sang, et qui sont en fait des petits cristaux rouges. C'est une œuvre assez polémique, très intéressante. Pour moi, vraiment, pas que pour moi, puisqu'il est déjà dans toutes les grandes institutions américaines. En France, on attend encore, on est toujours un peu lent en France, donc ça va venir. En tout cas, on y travaille. En tout cas, pour moi, il est vraiment l'un des artistes qui explore le mieux les nouveaux territoires de la tapisserie aujourd'hui. Nous quittons l'Amérique du Nord pour aller se réchauffer au Brésil avec les installations sensorielles d'Ernesto Neto, qui vit et travaille à Sao Paulo. Alors, il se définit comme sculpteur, c'est important. Il conçoit toujours ses œuvres de manière à ce qu'elles puissent être traversées, habitées, ressenties, voire même senties. Et ainsi, ça permet au spectateur d'expérimenter finalement son propre corps, ses sens et ses sens. Dans ces installations, en général, les visiteurs interagissent les uns avec les autres. Et c'est ce qu'aime Neto particulièrement. Pour lui, ce que nous avons en commun est plus important que ce qui nous différencie. Et c'est vraiment ce qu'il cherche avec ses sculptures, c'est à rapprocher, à développer la sensualité, la corporalité, la réflexion. Et il utilise aussi souvent des épices. Je vais vous en parler un peu plus loin en le citant. Ah oui, c'est cette phrase aussi que j'aimerais vous citer de Neto qui parle de l'exposition en tant que telle. Pour lui, c'est un lieu pour la poésie où le visiteur peut s'échapper du quotidien. Je cite, « Nous recevons constamment des informations, mais ici, je veux que nous cessions de penser, nous réfugier dans l'art. Je crois que de ne pas penser est bon, on respire la vie. » Et c'est vrai que dans ces installations, en fait, on se pose... il y avait une très grande installation à Zurich, je crois, dernièrement dans la gare de Zurich, et les voyageurs, en fait, s'installaient, discutaient, il y avait un truc. Le temps s'était arrêté dans une gare, c'est d'autant plus impressionnant, où le rythme est frénétique autour. J'ai trouvé j'ai trouvé ce petit texte sur son rapport au textile. C'était dans le communiqué de presse de son exposition qu'il y a eu dernièrement à la Fondation Bayler. L'utilisation de matériaux textiles est un aspect caractéristique de l'œuvre d'Ernesto Neto. Utilisant des tissus initialement synthétiques, puis de plus en plus naturels, il crée depuis ses débuts des sculptures aux formes biomorphes, dont les surfaces se démarquent par leur fragilité, leur élasticité et leur transparence. Au milieu des années 90, il introduit dans son langage formel des épices moulues, odorantes et colorées. Les épices, finalement, tout comme les textiles, évoquent une certaine fragilité et ont une notion d'éphémère. Leurs arômes s'estompent avec le temps et elles sont facilement emportées par le flux d'air. Malgré la vulnérabilité de ces matériaux, pour Ernesto Neto, l'approche tactile et corporelle à ses œuvres est essentielle. Avec des espaces immersifs, il offre aux spectateurs un moment de bien-être.
grâce aux épices de Netto, nous partons voyager vers l'Asie avec les agencements spatiaux de Chiharu Shiota, qui est une artiste qui a commencé ses études à Kyoto, puis qui est partie s'exiler à Berlin parce qu'elle était complètement insatisfaite de la condition de l'artiste au Japon. Elle a suivi pas mal d'études en Allemagne et c'est là où elle a commencé à utiliser le fil et à tisser. Parce que très vite, elle s'est rendue compte que finalement, peindre une surface à 2 dimensions n'était pas suffisante. Je cite encore un interview d'elle à la Biennale de Venise en 2015, qui est extrait de Art Radar, où elle précise « La raison pour laquelle j'utilise le fil n'a rien à voir avec l'artisanat. Le fil me permet d'explorer la largeur et l'espace comme une ligne dans une peinture. Une accumulation de lignes noires forme une surface et je peux créer des espaces illimités qui me semblent progressivement se développer dans un univers. Mes créations avec du fil sont des reliefs de mes propres sentiments. Un fil peut être une coupe, un nœud ou une boucle, ou peut être lâche ou parfois emmêlé. Un fil pour moi est une analogie pour des sentiments, des relations humaines. En l'utilisant, je ne sais pas comment mentir. Si je tisse quelque chose et que cela se révèle être laid, tordu ou noué, cela doit être ce que je ressentais lorsque je travaillais. Pour moi, tisser est un processus et c'était comme la méditation. Un peu plus loin, elle dit « J'imagine que les fils délimitent un espace personnel ou universalisé. Les fils noirs renvoient un espace englobant tout, comme un ciel nocturne ou l'univers. Le noir suggère des vérités universelles et des idées qui tendent davantage vers l'abstrait. Le rouge, au contraire, est associé au sang et suggère la lignée, la manière physiologique de retracer notre ascendance et nos origines, et par extension, toutes les interconnexions de la société. Normalement, ces relations sont invisibles à l'œil humain, mais une fois que nous essayons de les visualiser avec un fil rouge, nous pouvons observer la multitude de relations dans son ensemble. Donc là, on voit bien à travers ces installations que finalement, c'est un mélange de performance artistique et vraiment d'installation monumentale où elle cherche souvent à explorer la relation entre le passé et le présent. C'était très visible et très fort au Havre en 2017 où elle a investi la cathédrale, oui c'est une cathédrale d'Auguste Perret. Cette cathédrale de béton, c'était une architecture déjà en soi très, très forte et un peu dure, et avec ces lignes rouges, là, ces fils rouges, c'était vraiment fantastique. Peut-être que certains d'entre vous ont vu récemment, oui, 2017, au Bon Marché, son installation, comme quoi le luxe continue à grignoter l'art contemporain. C'était aussi très, très impressionnant. Je voulais vous parler d'une autre artiste que j'ai découvert récemment. Je n'ai trouvé que très peu de choses sur Choi So-young, qui est une artiste coréenne, qui alors, j'ai très peu d'infos, par contre je sais qu'elle a des résultats de vente aux enchères chez Christie's qui sont mirobolants. Des prix aux alentours de 200 000 €, enfin, c'est assez impressionnant. Moi, je ne la connaissais pas du tout, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des infos à me donner. Je suis vraiment preneuse, mais j'ai trouvé que son travail est très poétique. Donc, elle est née en 80, elle travaille en Corée, elle a également étudié l'art. Elle expose apparemment dans des foires comme Art Miami Basel et Art Chicago. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle fait des prix si importants. On la connaît, donc apparemment son travail prédominant, ce sont ses compositions de paysages urbains qui sont réalisées à partir de vêtements en denim et de peinture acrylique. On va voir qu'elle va vraiment explorer l'urbanisme et la détailler en utilisant aussi bien des poches de jeans que des plis. Elle va rajouter un peu aussi de l'eau de javel pour pouvoir blanchir certaines parties et créer justement un ciel nuageux. C'est vraiment très détaillé, quoi. Même les fils, je ne sais pas si vous vous rendez compte là, mais tous les fils électriques, c'est
c'est un univers qui me plaît beaucoup. Je l'ai découvert vraiment très tardivement quand je préparais cette conférence et voilà, j'avais envie de partager avec vous ce coup de cœur, mais je n'en ai pas plus, j'ai pas plus de choses à vous dire malheureusement, ça sera à creuser. Donc c'est l'une aussi des artistes les plus jeunes que je vous présente aujourd'hui, puisqu'elle est née en 80 par rapport aux autres. La plus jeune, pardon, est russe, c'est Xenia Makhneva. Alors elle travaille, elle vit et travaille à Saint-Pétersbourg. Elle a étudié également le textile à l'Académie d'art et de design de la même ville. C'est une artiste qu'on a pu découvrir récemment à la galerie Valois en novembre dernier dans un book show, mais également lors d'une triennale l'année dernière à New York. Donc son travail, je vais vous montrer quelques visuels. Son travail artistique est ancré vraiment dans l'artisanat national russe, mais à travers ces images plutôt industrielles, elle va essayer de trouver un terrain d'entente entre l'art traditionnel, qu'est la tapisserie, et le progrès technique. Pour elle, la pratique de la tapisserie et ces images d'usine sont une forme de résistance à la production de masse de notre temps où tout va beaucoup trop vite. Dans le communiqué de presse d'ailleurs de cette exposition à Paris, il qualifiait ses œuvres de paysages imaginaires au futur antérieur qui questionnent les lieux et la mémoire. Je trouvais ça très chic. Voilà, donc, je partage avec vous. Et il soulignait aussi autre chose dans ce communiqué de presse que je trouvais intéressant. Selon Makhneva, la tapisserie ne relève pas des arts décoratifs et c'est pour cela qu'elle rejette la démarche des artistes peintres qui, invités par les manufactures, font traduire en laine leur peinture. Ça, c'est vraiment tranché. Là, oui, on ne le voit pas non plus, mais c'était assez intéressant dans la première œuvre, la Contact méthode. La roue que vous voyez, la roue métallique en fonte, est vraiment une pièce, une sculpture qui est accolée sur la tapisserie et qui fonctionne avec un moteur. Donc c'est vraiment, c'est un travail vraiment intéressant à suivre. Malheureusement, la Galerie Chevalier n'a pas été assez rapide. Et oui, nous sommes encore classés tapisserie ancienne et du coup, les galeries d'art contemporain en prennent le dessus. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Voilà. Ah, ça y est, c'est l'heure. Mais non, si, c'est l'heure. On peut continuer un peu, on fera moins de questions, c'est tout, hein? Bon. Voilà, maintenant nous partons en France avec deux artistes français que nous présentons à la Galerie Chevalier. Ben oui, il faut bien faire un peu d'autopromotion quand même. Hein. Aurélie Matigot, qui est une artiste plasticienne, qui a étudié aussi l'histoire de l'art et qui s'est inscrite aux Beaux-Arts à Amiens. Donc sa pratique est d'abord photographique, mais c'est en voyageant elle aussi qu'elle se rend compte de l'universalité du langage textile. C'est à partir de là qu'elle décide d'apporter une dimension tactile et texturée à ses photos en les brodant. Donc ces photographies sont imprimées sur une toile et vont être brodées qu'à certains endroits. Et c'est des constellations finalement de broderie qui vont un peu transcender l'image. Finalement, la photographie va figer le présent et la broderie est vraiment là pour le magnifier. Donc évidemment, sa démarche artistique, elle aussi relève de l'observation du quotidien, de ce que l'on voit, de ce que l'on utilise, mais en changeant d'échelle, de proportion et surtout en supprimant la fonction. Regardez autrement ce que nous connaissons déjà avec l'aide de la matière. En général, son travail se construit autour de cette illusion de la réalité et elle cherche à donner une nouvelle apparence et à concevoir une réalité textile de ce qui nous entoure avec une idée de recouvrement et d'envahissement à travers justement ces sculptures en corde, en laine, en coton, en crochet. Parfois d'ailleurs elle utilise d'autres matériaux comme la cire, la céramique. Vous avez dû peut-être voir quand nous étions quai Voltaire, nous lui avions consacré 2 expositions monographiques, travaillant avec elle depuis 2012 déjà. Donc Aurélie Matigot, elle est régulièrement présentée dans des expositions collectives en France, à l'étranger, en Suisse, etc. Elle anime, prochainement d'ailleurs, nous allons la présenter à la Setchi Galerie, sur le salon Collecte, d'ailleurs avec des œuvres de Françoise Parisson, mais aussi de Sandrine Pincemaille et de Mathieu Ducournau, dont nous parlerons après.
Donc pour revenir à Aurélie Matigot, elle anime des workshops au Centre Pompidou, à l'École des Arts Déco, à Dupéré et encore au McVal. Alors elle est aussi très sollicitée et elle adore ça pour réaliser des collaborations. Alors elle a réalisé avec Comme des garçons pour de la maroquinerie ou Astier de Villatte pour de la céramique. Et c'est des projets qui ont été dévoilés chez Colette, Merci ou encore à la Maison de la Culture du Japon. Des lieux très hype. Bon, évidemment, une de mes collaborations préférées, je ne vous le cache pas, c'est évidemment celle avec la Galerie Chevalier. Je n'ai présenté que ça dans les visuels. Depuis 2012, donc, Aurélie construit des séries autour de nos collections de tapisseries anciennes. Alors, elle les a d'abord sorties du cadre de la galerie, comme celle qui est tout au bout. Et elle les a sorties vraiment littéralement à l'extérieur. Donc elle les a photographiées, puis évidemment rebrodées. Dans une autre série, alors elle s'est baladée dans une forêt, mais de fibres cette fois-ci, un peu comme le lycée à l'époque des tissages. Et grâce à des travelling avant, voire des macro-zooms, elle rentre littéralement dans la matière et elle fait pénétrer le spectateur dans la tapisserie. Dans une série plus récente, elle a détourné des fragments de tapisserie ancienne, c'est dans les deux premiers visuels que nous lui avons trouvés, et elle les a recouverts de peinture dorée, parfois elle les a rehaussés de broderie, voire de strass. Voilà, c'est une artiste, vraiment une artiste protéiforme. À découvrir donc bientôt, et puis dans d'autres galeries également. Alors Mathieu Duporneau, c'est un artiste, voilà, un homme, qui travaille le fil. Mathieu Duporneau, lui est né au Maroc, mais il vit et travaille à Paris depuis toujours. Alors il n'y a pas de formation particulière, lui c'est un artiste intuitif, il n'aime pas que je le dise, mais autodidacte, hors norme, voire inclassable. Alors lui, il va d'abord travailler les possibilités de la peinture avant de finalement rencontrer la machine à coudre de sa grand-mère et finalement le potentiel du fil. Et c'est à partir de là qu'il va vraiment choisir le fil comme médium privilégié de son expression artistique. Donc après ses portraits brodés, il développe maintenant depuis à peu près 2 ans une technique personnelle de jeter de fil, que j'appelle du dripping de fil, parce que c'est vraiment la même technique finalement que Pollock. Il lance le fil sur la toile qui est à même le sol. Alors finalement que le fil soit malmené comme un dripping, donc vraiment il cherche grâce au fil à révéler une ligne, un regard, un sourire. Il travaille beaucoup la thématique du portrait, ce qui lui permet d'inscrire son travail dans une tradition picturale. Mais petit à petit, on voit que le motif va migrer. Hop, je vous mets des visuels. Il va migrer, il va se détacher, en fait, presque comme un suaire. Et ici, l'artiste va chercher à représenter le portrait à travers les époques, à travers quelques grandes figures de la mémoire collective. Vous retrouverez au milieu la Ménine, qui est désormais dans une collection particulière française. Mais de Velázquez, en passant par Rembrandt, le Gréco, il va migrer jusqu'à l'icône contemporaine par excellence, donc l'émoticône que je vous ai présenté, le smiley. Je vous ai mis un oiseau quand même pour vous dire qu'il fait autre chose que ne fait pas que du portrait, surtout finalement sa prochaine exposition que nous présentons à Art Paris en avril prochain, un solo show, est autour du portrait et de l'oiseau, une sorte de migration des 2 thèmes. Ça va être assez fou. Je n'ai pas eu le droit de vous mettre un visuel. Il m'a dit qu'il ne fallait pas que je les voie. Alors vous attendrez. Donc voilà, Mathieu Duporneau, il utilise donc le fil comme une peinture sèche, il les mêle, il les superpose, il fait apparaître ses visages qui vont vraiment nous interpeller par leur présence presque fantomatique, et en fait presque comme s'ils étaient en 3 dimensions. Il n'y a jamais de réau de peinture, hein. C'est vraiment que du fil, et ça devient très, très flou et en même temps très vivant. Je vous engage à venir à la galerie à voir ceux qui sont accrochés de près, mais je pense que certains qui sont à Draw Formation et qui sont là ce soir ont eu la chance déjà de voir certaines de ces œuvres.
Donc Ducorneau, lui, il n'est pas encore du tout présenté dans les musées, il n'est pas encore du tout dans cet univers-là. Pour l'instant, il collabore avec des maisons de luxe françaises comme Taillarda ou Hermès. Il a réalisé énormément de vitrines pour Hermès. Et comme je vous disais, donc, prochain solo show, avril 2019 à Paris, sur notre stand, évidemment. Un peu d'autopromotion. Donc, maintenant, nous quittons la France, désormais pour le Portugal, donc pas pour les mêmes raisons, évidemment, que les évadés fiscaux français. Hein. On va juste passer à notre dernière étape de notre tour du monde aujourd'hui avec Joana Vasconcelos, qui est née en 71, qui est née à Paris d'ailleurs, mais c'est quand même une artiste portugaise qui vit et travaille à Oretch. On m'a dit que ça se prononçait comme ça, je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est à côté de Lisbonne. J'ai rien trouvé concernant sa formation, donc ça ne doit pas être si important que ça pour elle. Si quelqu'un dans la salle a une info, n'hésitez pas. Évidemment, alors son œuvre a pour problématique la femme et sa place dans le monde, comme la femme qui est tantôt femme au foyer, tendre et aimante, tantôt femme guerrière, comme c'est Walkyrie. Mais enfin, en général, vraiment, ses œuvres balancent entre ces différentes facettes. Hein. Elle prend rarement elle prend rarement la décision que ça soit juste une femme guerrière ou une femme aimante. Je ne sais pas très bien si vous voyez, j'aime beaucoup cette pièce qui est au centre, qui s'appelle La Mariée. Est-ce que certains ont eu la chance déjà de la voir avant qu'elle soit décrochée de Versailles? Alors c'est un lustre, hein, quand on est de loin, voilà, c'est un lustre en papier comme celui qui est accroché. Et c'est vraiment une œuvre monumentale, on est attiré par cette transparence, cette brillance, et puis on se rapproche. Et en fait, ce sont des tampons hygiéniques OB. C'est très, très poétique. C'était magnifique à Versailles, mais ça a choqué certains des amis de Versailles qui ont décidé de faire décrocher cette œuvre, ce que je trouve totalement scandaleux. C'est comme ça. Si elle choisit le textile, c'est qu'il est très présent dans notre quotidien et sert de manière très variée à se vêtir, à se nourrir, se protéger du regard des autres, par exemple avec des rideaux. C'est quelque chose que l'on touche, que l'on ressent et avec qui on a une relation tactile. Mais elle modère son propos en disant « Toutefois, je pense que la richesse de l'utilisation du textile ou d'autres des objets du quotidien résulte de la multiplicité d'interprétations qu'ils ouvrent. » D'ailleurs, elle dit traditionnellement, nous associons le textile à l'univers féminin, mais à travers mon travail, j'ai l'intention de nier ces connotations en décontextualisant ces objets et en les travaillant d'une nouvelle manière qui, je l'espère, élargira la perception et la connaissance que nous avons du monde. Moi, je travaille avec du tissu comme Richard Serra travaille le fer. Elle est aussi également très attachée au travail fait main tel que le crochet, le tricot ou encore la dentelle, parce que pour elle, ils sont imprégnés de détails et surtout de souvenirs. On sent cette vibration du temps, cette durée qui est matérialisée. Pour elle, ajoute un état d'émotion supplémentaire pour le regardeur. Et elle pense que le spectateur est du coup plus attentif dans son observation de l'œuvre textile, car il y a également la richesse sensuelle du matériau qui va convoquer tous les sens. Donc Vasconcelos, vous l'avez découvert pour certains en 2005 à la Biennale de Venise, en 2012 à Versailles, à l'automne dernier à Toulon, à l'Hôtel des Arts, au Guggenheim de Bilbao également, actuellement au musée de Strasbourg, et on a donné l'information qu'elle était exposée au Bon Marché en ce moment. Pardon ? Dans 2 jours. C'est très frais comme information. Voilà. Donc en guise de conclusion, car il est largement temps de conclure, j'aimerais citer Walter Gropius, directeur du Bauhaus. Il n'existe aucune différence quant à l'essence entre l'artiste et l'artisan. L'artiste n'est qu'un artisan exalté. J'aime beaucoup cette phrase. Ainsi, le Bauhaus a cherché à intégrer au quotidien les œuvres d'art et à les lier à l'industrie et à les rendre utiles. Il est devenu un mouvement artistique déterminant pour la modernité, mais il est aussi finalement le berceau du renouveau de l'art textile. Ainsi, le textile est un matériau du quotidien, il peut être artisanal ou industriel, et donc aussi, pourquoi pas, une œuvre d'art. Aujourd'hui, la fibre devient encore plus transdisciplinaire en s'intégrant dans des nouvelles technologies et en interrogeant non seulement les artistes, designers ou créateurs, mais aussi les scientifiques.
D'où ma question qui reste ouverte, est-ce que l'universalité de l'art ne passerait pas par le fiber art ou l'art textile? Je vous remercie de votre attention.